Donc ce soir, nous avons euh, Léo, attaché de direction chez RICOP, Jean-François, directeur de Cities Contest, Céline, salariée de chez Common, et Valentin, cofondateur de Club. Alors, pour introduire un peu la discussion, je voulais rappeler un peu ce qu'était une coopérative. Une coopérative, c'est une entreprise dont les seuls propriétaires sont les personnes qui y travaillent. Une coopérative est gérée démocratiquement selon le principe une personne, une voix, ce qui n'est pas le cas de la plupart des entreprises que vous connaissez. On peut même qualifier ces autres entreprises d'entreprises capitalistes. Je ne sais pas si cette distinction, vous la faites aussi entre des entreprises coopérativistes et des entreprises capitalistes, mais du coup, on va pouvoir en discuter pendant une heure. On dit capitaliste parce que les propriétaires de ces entreprises ne travaillent pas dans ces entreprises, ne viennent pas forcément au quotidien, ce qui est plus le cas dans les coopératives où les propriétaires sont les salariés. La démocratie, par définition, c'est un peu un idéal. Il y a plusieurs systèmes, on peut dire démocratiques, des systèmes représentatifs, des démocraties plus directes, où les salariés peuvent voter successivement. Donc ça, je sais qu'il y a des modèles assez différents dans les entreprises qui sont représentées ce soir, et on va pouvoir en discuter. Et on va discuter de pourquoi les entreprises coopératives sont mieux que les entreprises, on va dire, classiques. Mieux dans quel sens, et surtout en quoi elles participent à transformer la société. Je propose qu'on fasse un premier tour pour que vous présentiez votre activité. Pourquoi vous avez choisi ce statut? Pourquoi pas une association, par exemple, ou un format d'entreprise plus classique? Et expliquez-nous aussi en quoi les valeurs défendues par les coopératives, on va dire le mouvement coopérativiste, s'incarne dans vos entreprises. Est-ce qu'il y a des systèmes d'égalité de temps de travail, d'écart de salaire, des systèmes de prise de décision? Est-ce qu'il y a des choses autour de la transparence? Voilà, c'est un premier tour. Qui se lance? Ouais, parce que j'ai envie de réagir parce que on est autour de la table, on est, alors, je sais plus quel bloc, vous êtes en SIC aussi, vous êtes en SCOP. On est en association, Vous êtes en de association. préfiguration à devenir une coopérative. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, pour préciser, sur les coopératives, il y a plusieurs sortes de coopératives. Les SCOP sont effectivement les coopératives quasiment les plus anciennes dans l'histoire. C'est assez marrant si on remonte à l'histoire des SCOP. C'est aussi vieux que la première révolution industrielle. Et c'est les premières, en gros, des boîtes, quand on a commencé à faire la distinction capital-travail, on a dit je vais être propriétaire de mon outil de production. Et donc, je ne veux pas que ça dépende d'un patron. On se met à plusieurs et on achète les outils de production ensemble. C'est comme ça que la SCOP est née, quoi. Et en fait, je parle pour Léo, pour Céline. Parle bien dans le micro. Ouais, on n'est pas en SCOP. Nous, on a fait un choix d'un autre type de coopérative. C'est la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, c'est un petit peu différent parce que les salariés peuvent être coopérateurs également et être copropriétaires du coup de l'entreprise, mais pas que. Dans le modèle SIC, en fait, on est au minimum les salariés, les bénéficiaires et un autre type de partenaire. Donc, en fait, pour Cities, par exemple, pour RICOP, c'est la même chose, pour Common, c'est la même chose. En fait, vous avez, si vous souhaitez vous soutenir les projets de nos différentes entreprises, vous avez la possibilité, en tant que bénéficiaire ou membre de soutien, finalement, de venir investir dans le capital de l'entreprise, même en étant extérieur. Et donc, c'est un peu une nuance qu'apporte le statut SIC par rapport au statut SCOP, hein, qui permet vraiment l'implication des bénéficiaires. Donc Cities, j'imagine aujourd'hui que pas mal d'entre vous ont déjà croisé des Cities sur la route. Donc on fait de la voiture. Alors ça paraît, vous laissez, on se dit bon, c'est pas bagnole. Alors on fait pas de l'assurance pour nous dire ah ouais j'ai vu c'est une assurance, c'est marrant, vous avez tous les mêmes voitures. En fait, on ne pas des assureurs. On fait de la voiture en libre service. Alors on fait pas de la voiture en libre service parce qu'on aime particulièrement la voiture. Hein. D'ailleurs ce soir comme je pense beaucoup d'entre nous, je suis venu à vélo, c'est pas pour rien. Le projet on aurait dû fêter nos 20 ans, le Covid nous a empêché de le faire.
on fêtera nos 23 ou nos 24 ans, on verra quel sera l'anniversaire qu'on fêtera. Donc on est né au début des années 2000 autour d'un collectif d'habitants du centre-ville de Strasbourg qui disait en fait on peut vivre sans voiture à Strasbourg, c'est faisable. Par contre, il y a toujours des moments où on a besoin d'une voiture. Et donc, si on se sépare complètement de voiture, on est bloqué. Et donc, on garde une voiture alors qu'on n'a pas vraiment besoin. La solution, ce serait d'en louer une, mais chez les loueurs, je vais la louer au week-end ou à la journée. Et en fait, j'en ai besoin juste une heure pour faire une course. Et donc, c'est comme ça que le projet est né. Il est né autour d'un collectif d'habitants. Et c'est tout le drame finalement de la voiture, c'est que c'est une gigantesque escroquerie dans le sens où si on peut faire le test, combien ça coûte par mois une voiture 350 kilos. Combien 500. Bon, on a des militants là, hein, ça se sent, hein, parce que parce qu'en général, quand on pose la question, on nous dit ouais, allez 150, 180, allez 200 quoi pour les plus et alors en fait, ouais, on met le coût de la voiture en elle-même, le coût du financement de la voiture, l'assurance, l'entretien, le stationnement, le carburant, c'est le poste qu'on voit le plus, mais c'est que 25-30%, même quand les cours augmentent comme actuellement. Et en fait, on a les réparations, on a la dépréciation du véhicule aussi, c'est-à-dire que on achète une voiture neuve, on sort de la concession, elle a perdu un tiers de son prix. Donc c'est un vrai coût aussi dont on subit. Et en fait, quand on est propriétaire de sa voiture, on a l'impression presque, hormis le moment où on met le fuel dans le réservoir, que c'est gratos. Alors que quand on paye à l'usage, comme chez Cities, du coup, on prend conscience de combien ça coûte et on va essayer d'éviter les coûts. Et donc, parce que c'est pas par pur altruisme ou par volonté écologique, mais parce qu'on veut éviter des coûts, on va essayer de trouver plein d'astuces pour ne pas utiliser Cities. Et donc, pour faire plus de vélo, plus de marche à pied, plus de transport en commun. Et c'est comme ça qu'on contribue à réduire l'usage et la place de la voiture en ville en mutualisant un maximum. Et c'est ça le cœur de métier. Et on pourrait aussi parler des coûts indirects en termes de santé, en termes de des accidents, tout ça. Pardon. Ah ouais, pardon. Je sais pas. Non, le chiffre, c'est celui de l'Automobile Club. Donc, l'Automobile Club fait chaque année, enfin tous les 2 ans, une étude pour voir combien coûte une voiture. Alors, le but, c'est pas tout à fait le même que le nôtre de savoir combien coûte la voiture, vous l'avez compris. Mais moi, ça me plaît bien parce que c'est un chiffre qui est externe et qui est fait par des spécialistes de la voiture. Et c'est pour une voiture type Clio 208, une voiture assez entrée de gamme, finalement assez commune. C'est autour de 7 000 ou 8 000 euros par an, donc on arrive autour de 600 euros par mois, quoi. Alors si c'est une voiture d'occasion, on descend un peu, et là on est effectivement plus près des 350-400. Et après, si on monte sur des bagnoles un peu plus haut de gamme, ben, on peut monter facilement à 1000 balles par mois. Et c'est sûr que sur la pub, il y a écrit à partir de 99 euros par mois. Bon, ben, on a pris qu'un petit bout, quoi. Je propose que Léo, tu nous parles un peu de Raycop. Merci. Oui, donc nous, chez Raycop, en fait, notre objectif, il est le même que celui de Cities, finalement. Ça va être de réduire l'usage de la voiture individuelle. Sauf qu'on utilise une méthode qui est assez différente, puisque nous, on propose du train. Donc, c'est le même objectif, mais avec un mode de transport différent. Alors, concrètement, on est ce qu'on appelle une entreprise ferroviaire. C'est-à-dire qu'on va faire rouler, on fait déjà rouler, on va faire rouler des trains sur le réseau français. Vous avez peut-être entendu parler de l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Donc voilà, aujourd'hui, c'est en pratique, c'est-à-dire que la SNCF n'a plus le monopole du transport ferroviaire en France. Et donc, on peut apporter des nouvelles entreprises et réaliser des nouveaux services ferroviaires. Et donc, en fait, le Raycop, ça s'est créé en 2019, alors sous forme d'association au départ, mais ensuite, ça s'est transformé en cycle, comme pour Cities. Et c'est vraiment une coopérative citoyenne, plus que par salarié, elle est portée par des citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 12 000 personnes qui ont investi de l'argent dans le capital de Raycop et 12 000 personnes qui sont vraiment moteurs finalement pour la coopérative. Donc, plusieurs centaines qui sont vraiment actives au quotidien. C'est vraiment tout le monde, c'est-à-dire c'est des cheminots de la SNCF, c'est des citoyens sur les territoires ruraux, ça va être des personnes engagées dans le domaine, dans des associations autour de l'écologie, enfin vraiment des parcours très variés. Et l'avantage du statut de SIC, c'est que ça permet aussi d'associer d'autres types de partenaires. Donc ça ne va pas être seulement des personnes physiques, mais aussi des personnes morales. Donc on a par exemple des entreprises, on a des autocaristes, on a Cities,
depuis peu. On a Common aussi qui est sociétaire, qui est notre fournisseur pour le matériel informatique. Enfin, je te laisserai en parler après. Voilà, donc en fait, tous les partenaires qu'on peut avoir dans le quotidien de RICUP, ils peuvent être sociétaires et influencer la gouvernance et la stratégie. On a également des collectivités locales. Donc, on a aujourd'hui à peu près une trentaine de collectivités locales de tout niveau. Donc, par exemple, la région Grand Est est devenue sociétaire, mais on a aussi des petites communes rurales de quelques centaines d'habitants dans la Creuse. Donc, vraiment, tous les types de collectivités peuvent participer. Alors, ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, c'est qu'on veut aller sur des marchés complémentaires à ce que fait la SNCF, c'est-à-dire qu'on n'est pas un acteur qui dit la SNCF c'est nul et on va faire votre place. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'aller là où la SNCF n'est pas. Alors, pourquoi elle n'y est pas? Pour différentes raisons, parce que c'est pas forcément dans sa stratégie, parce qu'elle n'a pas de soutien politique pour y aller, parce que peut-être elle n'est pas organisée d'une certaine façon pour aller sur tous les marchés. Mais nous, on dit il y a un potentiel. Donc, par exemple, là, en novembre 2021, on a lancé une ligne de fret entre Toulouse et Cap-de-Nac, ville de Caseville, donc c'est dans l'Aveyron, pour ceux qui connaissent. C'est une ligne qui fait une centaine de kilomètres. Il y a un réseau, ça existe, il y a une infrastructure qui existe, mais il n'y a que des TER qui passent dessus. Donc pour les voyageurs, c'est bien, mais pour le fret, finalement, il n'y a plus rien. Ça existait. La gare de Cap-de-Nac, c'est une gare énorme, et il n'y a plus aucun train de fret qui passe. Donc nous, on a dit, si c'est possible, on va aller revenir sur cette infrastructure avec des trains de fret en complémentarité des services existants. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, si on a une entreprise ferroviaire de fret qui relie, je ne sais pas, Bordeaux à Toulouse ou Sète à Toulouse, et qu'il y a des marchés dans l'Aveyron, on va pouvoir en fait amener ces flux à Toulouse ou l'inverse, et se connecter avec les entreprises ferroviaires qui desservent déjà Toulouse, mais sur d'autres liaisons. Et donc, en fait, cette logique-là, ça permet de renforcer le réseau ferroviaire dans son ensemble, et pas contre des acteurs qui existent, mais avec eux et aussi pour eux. Donc ça, c'est la partie fret. Et après, il y a la partie voyageur. Alors, c'est le côté le plus symbolique. Donc, nous, notre gros projet aujourd'hui, c'est de relancer la ligne entre Bordeaux et Lyon, qui passe par le nord du Massif central. Donc, une ligne qui a existé jusqu'en 2014. Et là, pareil, l'infrastructure existe, mais vous n'avez pas de voyage de bout en bout possible. Donc, si vous voulez faire ça, Lyon-Bordeaux, soit vous passez par Paris, soit vous passez par le Massif central, mais avec les correspondances et tout, il faut compter largement une journée. Donc c'est très compliqué. Et pourtant, il y a des TER qui existent. Donc nous, on s'est dit, pourquoi pas remettre en place ce service de bout en bout. Personnellement, j'ai vécu à Lyon et je connaissais beaucoup de gens qui venaient du Limousin, des étudiants, etc. En fait, ils viennent tous en voiture parce que c'est impossible de venir du Limousin en train. Donc, et donc pour ça, en fait, on a eu besoin d'un soutien énorme. Donc les 12 000 citoyens, ils ont apporté du capital. Aujourd'hui, on a des fonds propres à hauteur de 7 millions d'euros. Et encore, c'est pas suffisant. Donc on a besoin d'avoir cette force de frappe. Et sous forme de scope, ça aurait été plus difficile parce que pour avoir ces moyens-là, il faut vraiment une masse. Et on ne peut pas avoir 12 000 salariés, forcément. Donc, donc forcément, on est obligé d'avoir un système un petit peu différent. Et donc nous, voilà, on va acheter des trains d'occasion, on va les rénover, on va louer ce qu'on appelle des sillons, c'est-à-dire des droits de passage sur le réseau, on va vendre des billets, on va avoir des espaces dans les gares, on va construire un système de billettique. Enfin, voilà, c'est un travail énorme, mais on a vraiment des soutiens très importants, que ce soit de la population, des collectivités, des partenaires économiques, et on sent qu'il y a un besoin. Aujourd'hui, la SNCF n'est pas en mesure d'y répondre, mais nous, on essaye d'aller en complémentarité avec la SNCF, mais aussi en se disant, voilà, celui qui vient de Limoges et qui veut aller à Grenoble, nous, on ne va pas pouvoir l'emmener jusqu'à Grenoble. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On lui propose un billet de train aussi Lyon-Grenoble. Comme ça renforce le marché de la SNCF. Donc, c'est vraiment une logique de complémentarité. Et on travaille aussi avec des acteurs pour l'intermodalité. Donc, je pense à Citis qui est assis à côté de moi, mais il y en a d'autres dans d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, par exemple, on dit Citis est présent à Bordeaux et à Lyon, mais pas dans le reste dans le Massif central. On dit est-ce qu'on ne peut pas aider Citis à s'implanter dans des villes moyennes du Massif central, là où il y a un marché potentiel, et là où ça pourrait aussi nous être utile demain pour nos voyageurs, pour dire, voilà, vous arrivez en gare, je sais pas, de Montluçon, de Roanne, de Limoges, vous avez une solution d'autopartage, vous n'êtes pas obligé d'avoir une voiture individuelle quand vous arrivez. Et ensuite, donc, pour répondre un petit peu plus précisément à ta question, nous, on a globalement 3 formes de démocratie qui coexistent chez RICUP. Donc, il y a la démocratie représentative, comme dans toute coopérative. Voilà, les sociétaires sont amenés à voter en assemblée générale pour désigner le conseil d'administration. Après, voilà, ils votent sur les résolutions. Donc, ça, c'est un format assez classique, je ne reviens pas dessus. On a aussi de la démocratie directe. Par exemple, quand il y a des consultations sur les propositions d'aménagement dans les gares, on va pouvoir associer tous les sociétaires qui le souhaitent pour qu'ils donnent leur avis, qu'ils votent. Voilà. Et par contre, là où on a peut-être un peu plus innové, c'est qu'on a aussi une démocratie que je qualifierais plutôt de participative, où chaque sociétaire
peut venir proposer ce qu'on appelle des cercles de réflexion, donc des cercles thématiques. Si je prends un exemple, il y a un cercle qui s'appelle train et vélo. Donc là, vous allez retrouver des experts de la mobilité vélo, mais vous allez aussi avoir des gens qui ne sont pas du tout dans ce milieu du point de vue professionnel, mais qui utilisent le vélo le week-end et qui prennent le train et qui savent que c'est pas toujours facile. Donc eux, ils viennent, ils font des propositions sur l'aménagement des trains, sur comment on peut réserver une place pour son vélo dans le train. Et en fait, on a aujourd'hui 25 cercles comme ça qui réfléchissent sur des thématiques données et qui viennent faire des propositions à notre conseil d'administration pour pouvoir en fait, générer ce qu'on appelle de l'intelligence collective et donc mettre toutes les compétences possibles autour de la table. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas issus du milieu ferroviaire, même pas forcément dans des associations au départ pas très engagées, mais qui ont été sensibles à la démarche, qui parfois habitent le Massif central et donc sont directement concernés, et qui se sont en fait pris de passion pour ce projet, pour le ferroviaire, et qui ont vachement gagné en connaissances, en compétences sur le sujet, et qui aujourd'hui sont nos principaux sociétaires actifs, et donc ça fait plaisir à voir. Est-ce qu'il y a un projet dans le Grand Est où... Oui. J'ai laissé un peu de suspense, effectivement. Donc on a plusieurs projets dans le Grand Est. En fait, je reprends là où je me suis arrêté. Il y a un cercle de sociétaires, justement, avec une 50aine de personnes, donc là, un cercle vraiment immense, qui s'est dit, bon, Bordeaux-Lyon sont très bien, mais il y a des gens qui habitent ailleurs aussi. Et les besoins, voilà, ne sont pas que dans le Massif central. Et donc, ils ont regardé, en fait, à peu près une centaine de lignes potentielles, c'est-à-dire avec le réseau qui existe, là où il n'y a pas d'offre actuellement, parce que je vous dis, on ne va pas en concurrence avec la SNCF. Et ils ont en fait regardé quel était le potentiel de travailleurs pendulaires, quel était le potentiel touristique, quel était l'état de l'infrastructure. Enfin, voilà, ils ont agrégé un nombre d'informations et de connaissances vraiment phénoménales. Et à la fin, ils en ont sorti 10 lignes prioritaires. Et donc ces lignes-là, on les a notifiées, alors c'est une procédure obligatoire, je vous passe les détails, à l'autorité de régulation des transports en juin dernier. Et donc, en fait, il y a une période pendant laquelle il y a eu une analyse pour vérifier qu'on ne perturbait pas les TER. Et en janvier, on a eu la réponse. En fait, on a le droit de les exploiter, ces lignes-là. Donc, c'est une super nouvelle. Et parmi les lignes, donc, il y a plusieurs projets dans le Grand Est. Alors, il y a une ligne qui part de Thionville et qui descend avec 2 branches, une vers Saint-Étienne et une vers Grenoble. Il y a une ligne un peu plus touristique, je dirais, qui irait de Bâle jusqu'au Croisic, en passant par Nantes et par Mulhouse. Du coup, bon, c'est une petite partie du Grand Est. Et après, il y a aussi une ligne qui part de Strasbourg, donc une Strasbourg-Clermont-Ferrand, qui descendrait la plaine d'Alsace, passerait par Dijon, Nevers. Et là aussi, c'est 2 villes qui sont relativement mal connectées aujourd'hui. Et donc, on espère que ça pourra améliorer la vie des gens qui ont à faire ces relations. Merci. Céline, pour Common? Merci. Donc, Common est également une société coopérative d'intérêt collectif. Et nous, ce qu'on propose, c'est la location avec service d'appareils électroniques plus éco-conçus et plus éthiques. En fait, le secteur de l'électronique fait face à beaucoup d'enjeux. Le premier, c'est la phase de production qui, en fait, génère la majorité de la pollution et qui a également d'énormes externalités négatives dans les conditions, par exemple des enfants qui vont dans des mines et plein d'autres. Donc, pour compenser au maximum ces externalités, notre but est donc de faire durer au maximum nos appareils électroniques. Et ici, on fait face en fait au modèle économique de la vente qui, par définition, en fait, va inciter l'obsolescence de nos appareils, puisque sur un marché saturé comme le marché de l'électronique, pour faire rentrer un nouvel appareil, il y en a forcément un qui va partir en fait à la poubelle. Et donc, chez Common, on propose la location sans option d'achat d'appareils. Et donc, nous, par définition, avec le modèle économique de la fonctionnalité, notre but est donc de faire durer au maximum ces appareils. Et donc ici, on peut dire qu'on concilie les objectifs économiques et écologiques. Sur le statut SKIC, donc je ne suis pas cofondatrice de Common, je n'ai pas décidé de ces statuts, mais je suis très heureuse d'en faire partie. Et ce qu'on peut noter ici d'intéressant, c'est qu'en fait, chaque client peut être sociétaire. Et donc, chaque client a un regard sur les finances, a son mot à dire sur la façon dont on construit nos offres et va comprendre alors l'intérêt aussi de garder au maximum, faire durer le plus longtemps, prendre soin de ces appareils pour les faire durer le plus longtemps. Et là encore, en fait, notre flotte d'appareils chez Common est donc un bien commun.
et constitue aussi un réservoir de pièces détachées. Puisque les appareils qu'on voit actuellement sont toujours, on a toujours des pièces détachées pour les réparer, donc c'est toujours disponible. Mais à un moment, on sait que les producteurs nous fourniront plus ces pièces. Et nous, avec notre flotte, on aura donc des appareils irréparables, entre guillemets, mais qui constitueront un stock, un réservoir de pièces détachées. Sur la vie de l'entreprise, le fait d'avoir un statut coopératif, est-ce que ça change quelque chose? Oui, tout à fait. Donc sur la vie de l'entreprise, donc maintenant, alors quand je suis arrivée il y a 2 ans, on était 6. Il y a 4 cofondateurs et il y avait 2 alternants. Donc, je suis arrivée en tant que stagiaire et maintenant on est plus d'une vingtaine. Et encore à ce nombre-là, on arrive tous en fait à prendre part aux décisions de l'entreprise. Une fois par semaine, on a une réunion collective tous ensemble. On va présenter les projets principaux et effectivement, on se sent tous à l'écoute. Un autre exemple, Delphine ici présente, ma collègue, on a voulu demander une rémunération en FLUC et par exemple, ça a tout de suite été accepté et mis en œuvre par JB. Merci JB. Voilà, et effectivement, la rémunération est transparente aussi. On a tous le même salaire actuellement. Et, franchement, les conditions de travail sont plus qu'agréables. Il y a un vrai bien-être. En fait, je pense principalement parce qu'on sont tous investis. On comprend pourquoi, on comprend le combat, on comprend à quoi on fait face. Et donc, il y a une réelle cohérence, en fait, avec nos valeurs et avec ce qu'on fait au quotidien dans notre travail. Et ça n'a pas de prix. Merci. Forcément, quand on choisit son fonctionnement, quand on est partie prenante de la gouvernance, forcément, on accepte beaucoup plus volontiers d'y adhérer, de faire vivre l'entreprise, de proposer des choses. Je propose de laisser la parole à Valentin pour parler de ce qui se passe du côté de Couglof. Bonjour à tous, je suis Valentin, je suis un des cofondateurs de Couglof. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est une alternative. En fait, on est connu pour être une alternative à une plateforme ubérisée que je ne citerai pas, sur de la livraison de repas, mais pas que. Alors, statutairement, on est une association de préfiguration à devenir une coopérative, donc on n'est pas encore une vraie SCOP, ce qu'on aimerait bien être, mais on est encore jeune, on s'est lancé en novembre 2020, donc il nous reste pas mal d'étapes à passer encore. Par où commencer? En fait, nous, on s'est créé vraiment pour proposer un service alternatif aux Strasbourgeois, mais au sens large, quoi. Aux restaurateurs strasbourgeois, aux Strasbourgeois clients, et puis même au final, en fait, montrer qu'une alternative est possible sur la livraison de repas. Et ce qui est important à noter, c'est qu'on a réussi à le faire grâce au soutien, entre guillemets, de Coopsic. Donc, Coopsic, c'est une fédération maintenant internationale, parce qu'il y a des coopératives outre-Atlantique qui existent maintenant et qui font partie de la Fédé. Et c'est à la fois une fédération, mais c'est aussi le nom de l'outil technique, en fait. Pour commander sur Couglof, si vous remarquez bien sur l'URL, c'est marqué coopsic.org. Donc c'est grâce à cet outil-là, en fait, qu'on a pu se lancer et que d'autres aussi en France ont pu se lancer. Donc c'est ultra local. Couglof, ça restera strasbourgeois, parce que dans d'autres villes, on a nos collègues qui font très bien leur travail à ce niveau-là, enfin, qui se sont montés aussi. Que dire là-dessus? Pour le coup, Coopsic est amené à devenir une SIC. Couglof est probablement amené à devenir une SCOP, par contre. Que dire par rapport à ça? Je sais pas. Peut-être tu peux détailler justement pourquoi ce choix. Enfin, est-ce que si tu es en mesure de nous expliquer un peu la nuance? Disons que pour être adhérent Coopsic, pour faire passer partie du réseau, il faut aller dans cette démarche-là. L'objectif de la fédération, c'est de socialiser la livraison à vélo via un réseau de coopératives à vélo, du coup, et international. Donc voilà, et puis c'est surtout le côté alternatif, on s'y retrouve aussi à ce niveau-là, vu qu'on n'est pas une SARL classique. Et voilà, donc ça permet au final, je trouve,
cloisonner les différentes dérives qu'on peut avoir sur des entreprises un peu plus classiques. Il y a plein de choses à dire, notamment au niveau de la répartition salariale, des dividendes, etc. Et puis du cumul, en fait, la possibilité de cumuler le statut d'associé et de salarié. Euh, tout ça permet, enfin, pour moi, quelque chose de plus vertueux qu'une entreprise classique, quoi. Juste nous, raconte-nous un peu plus concrètement comment ça s'incarne la gouvernance dans. Enfin voilà, il y a des choix très stratégiques pour la livraison à vélo, le périmètre, les horaires, les choix des restaurateurs. Comment vous fonctionnez pour prendre ce genre de décision? On fonctionne encore très humblement entre cofondateurs et co-gestionnaires, hein, qui sont au final les futurs associés de la coopérative, les futurs associés dont enfin, associés salariés slash salariés. Après, il faut savoir qu'en coopérative, tous les salariés ne sont pas forcément sociétaires, hein, mais tous les salariés peuvent, après ça dépend des statuts, mais peuvent en faire la demande voilà, sur le plus ou moins long terme. Donc le processus décisionnaire, il est quand même entre nous, entre les gens qui ont confondé et qui co-gestionnent le réseau. Et après, on essaie de trouver, vu qu'on a en tête la revalorisation du travail, et puis voilà, améliorer les conditions de travail des livreurs, on est tout le temps en discussion avec eux en fait, pour trouver le meilleur compromis. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est qu'on vient de ce milieu-là, en fait. Tous les cofondateurs de Kublov ont un historique de livreur ou de coursier. Enfin, moi, ça fait 6 ans que je fais ce métier-là. Je suis passé par Deliveroo, Uber Eats, il y avait Just Eat. Ouais, Just Eat, j'ai pas travaillé pour eux, je pense. C'est seulement ce qui me manque. Même Take It Easy, Foodora, ouais, enfin bref, voilà. J'en passais des meilleurs. Et puis, au bout de 2 ans, ils ont décidé d'arrêter le fixe horaire en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait un fixe horaire. On était auto-entrepreneur, mais il y avait un fixe horaire. Plus des courses, on était 7,50 € je crois de l'heure. Et puis on avait 2 € par course. Enfin bref. Il y avait des conditions très très favorables pour tout le monde, hein, même pour les restaurateurs et tout. Mais bon, je pense que c'est leur petite technique marketing. Après, ils sont revenus sur tout ça. Et lorsque ça a été le cas, moi et plusieurs de mes collègues, il faut savoir que on était une petite troupe de passionnés de vélo et que c'était franchement bien cool comme condition de travail. Et puis tout ça s'est dégradé au fur et à mesure que leur modèle, on va dire, ubérisé, commençait à prendre du chemin. J'ai eu la chance en fait d'être salarié chez Tomahawk. C'est une entreprise de coursiérage historique sur Strasbourg. On ne les connaît pas trop parce qu'ils sont assez discrets, ils travaillent qu'avec des professionnels. Mais bref, j'ai pu du coup à la fois passer par l'auto-entrepreneuriat en tant que livreur, par le salariat, avant de pouvoir faire maturer tout ça et puis avoir l'occasion, du coup, via un concours de circonstances, de cofonder Cool. Et mes collègues aussi sont passés par là, quoi. Et je pense que vu qu'on a un background un peu, au final, commun là-dessus, bah, on sait ce qu'on veut amener en fait avec Cool Up, quoi. Ça fait sens pour nous. Ok, tu as commencé enfin, t'as introduit un peu ce dont je voulais parler tout de suite après, parce que les coopératives s'inscrivent dans un marché, vous êtes tous en concurrence avec d'autres. Donc, en tant que consommateur, on va dire même consommateur engagé, voilà, on regarde les offres, on regarde ce qui se passe. Alors moi, par exemple, j'ai téléphone chez Common. Il y a l'application du STUC qui est installée, il y a l'application de Coop Cycle qui est installée. Je suis passé chez Télécoop. SFR m'a appelé, m'ont dit ouais, pourquoi vous êtes parti. Enfin voilà, je leur ai expliqué que ça correspondait plus à mes valeurs, mais ils ne comprenaient pas. Voilà, ils disaient mais nous on a une offre qui est quasiment 2 fois moins chère et pourquoi vous la prenez pas? Et c'est, je pense, sincère du commercial que j'avais au téléphone, ils ne comprenaient pas. C'est un peu pour introduire ça, c'est voilà. Est-ce que vous avez l'impression de fonctionner à armes égales face aux autres entreprises et est-ce que vous arrivez à être concurrentiel et voilà, quelles difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Alors, j'ai vu récemment du côté de RICOP les difficultés avec SNCF Réseau.
vu l'article de rue 89 Bordeaux qui explique ça. Voilà, il faut convaincre les banques, il faut convaincre les investisseurs. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens d'évoquer, SNCF Réseau, c'est la branche de la SNCF qui gère le réseau, donc qui reste en monopole et qui octroie les droits de passage sur le réseau. Bon, on a eu au départ quelques difficultés avec eux pour pouvoir déterminer les bons horaires de passage parce que tout simplement, je pense que c'est assez intuitif. Hein. Sur une route, vous avez un camion devant vous, vous le doublez. Sur les chemins de fer, ça marche pas comme ça. Il y a des horaires pour chacun et s'il y a déjà un train, on peut pas passer. Donc, il faut savoir qui est prioritaire. Et c'est un travail vraiment. Nous, on a une personne à temps plein là-dessus qui s'occupe de savoir comment on monte les horaires qui conviennent à tous, en négociation aussi avec les conseils régionaux qui gèrent les TER, etc. Donc, c'est un gros travail. Mais cette étape-là, on l'a dépassée et les relations avec SNCF Réseau maintenant se sont largement améliorées. Après, il y a la question des investisseurs. Et alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le gros point de blocage quand on est dans une coopérative. Pour aller convaincre des banques, des investisseurs, c'est compliqué parce ils sont inquiets sur la gouvernance. Ils se disent mais demain ça se passe mal, comment je change l'équipe dirigeante? C'est pas possible parce que j'aurai qu'une voix. Euh, si on parle de lucrativité limitée, d'écart de salaire limité, etc. Ils se disent non mais c'est un peu enfin, je veux dire, c'est un peu des gauchistes qui. C'est des hippies. Ouais, c'est des hippies, c'est ça, c'est un peu ce qu'ils disent. Et donc, bon, je grossis le trait, bien sûr, ils sont pas tous comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une compréhension assez limitée dans certaines institutions classiques, on va dire, du système coopératif. Après, on a des investisseurs qui s'y connaissent très bien, des investisseurs qu'on appelle généralement impact, etc. Et eux, ils connaissent les métiers. Par contre, ce qu'ils connaissent pas, enfin là je parle pour notre cas, c'est la question du ferroviaire. Et aujourd'hui, nous, dans le secteur ferroviaire, on arrive suite à un monopole de la SNCF où les gens ne se sont jamais posé de questions. Enfin, prêter à la SNCF, ça revient à prêter à l'État. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'analyse de risque à faire. Demain, prêter à une entreprise ferroviaire de droit privé, c'est exposé à des risques. Et comment évaluer les risques quand on l'a jamais fait dans un domaine qu'on connaît mal et qui est complexe. Hein. Moi, je reconnais, je travaille là-dedans, mais je reconnais que c'est complexe. Donc ça, c'est vraiment la difficulté principale aujourd'hui. Quand tu parles de concurrence, alors moi, comme je disais, nous, on n'est pas concurrents des autres entreprises ferroviaires puisqu'on ne va pas sur leur marché, on va sur de la complémentarité. Donc, évidemment, il y a des questions techniques, c'est-à-dire, voilà, si demain, on veut avoir l'horaire qui est déjà occupé par le TER, il va falloir négocier. Mais ce n'est pas notre concurrent. Notre concurrent, aujourd'hui, c'est la route. C'est très simple. C'est la voiture individuelle. Pour le fret, c'est le camion. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a une distorsion de concurrence. Nous, dès le premier kilomètre où on va rouler sur un réseau ferroviaire, on paye un péage, on paye une redevance. Le camion, lui, n'a pas à payer la route qu'il utilise, sauf si c'est une autoroute, mais il paye une infrastructure qui est déjà payée par, enfin, il utilise une infrastructure qui est déjà payée par le contribuable. Et quand on sait que les émissions de gaz à effet de serre de la route peuvent être jusqu'à 10 fois plus élevées que celles qui sont effectuées par le transport ferroviaire, on peut quand même se poser des questions. Et je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre financier n'est pas assez favorable au rail et donc défavorable à ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire mettre des camions sur les trains ou mettre des voyageurs, des automobilistes dans les trains. Donc c'est ça en fait notre principale concurrence aujourd'hui. Un petit peu l'avion aussi, mais vu les parcours qu'on fait, enfin les temps de parcours, l'avion c'est pas notre principal concurrent. Évidemment, on souhaite réduire les liaisons aériennes à l'intérieur de la France, ça nous paraît absurde, mais bon, c'est pas en part modale, c'est pas la plus grosse partie de notre concurrence. Voilà. Du côté de Cities, vous êtes déployé un peu partout en France. Comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez subi des difficultés à ces installations-là? Et puis même dans le Grand Est, est-ce que l'élargissement de l'offre, je ne connais même pas les concurrents de Cities en fait. Est-ce qu'il y en a? RICOP. Non, pareil, les mêmes que RICOP. Notre concurrent principal, c'est la voiture individuelle. Notre concurrent principal, c'est effectivement c'est l'autosolisme, comme on dit dans notre jargon. Le fait d'être seul propriétaire de sa voiture ou seul au volant, quoi. C'est ça notre concurrent principal. Après, le marché, on l'a créé quasiment. Quand on a commencé, ça n'existait pas ou très peu. Ça existait en Allemagne, ça existait en Suisse. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui se lancent dedans, dans le marché. Alors, quand les acteurs qui se lancent sur le marché, aujourd'hui, il y a trois types d'acteurs.
Il y a des startups, donc on pourrait reparler du modèle startup. Moi, c'est un truc qui m'interroge beaucoup, hein, le Startup Nation. Je trouve que le Cooperative Nation me plairait beaucoup plus, parce qu'il sait quand même, grosso modo, faire des énormes levées de fonds. Donc on a du pognon qu'on a pris de gens, on ne sait pas trop, ils misent, hein, c'est le poker, donc je fais tapis, je mets tout ce que j'ai comme pognon, et puis mais je fais ça sur 5-6 boîtes, et puis j'espère qu'il y en a une qui va marcher, quoi. Donc le but d'une startup, c'est... Ah, non. Le but d'une startup, c'est de se faire racheter, et au final, d'être assez gros pour se faire racheter par un gros qui va pouvoir rentabiliser la mise, finalement. C'est le modèle, c'est le modèle startup. Donc il y en a qui coulent pour qu'il y en ait, enfin, forcément, il y en a plusieurs à se lancer en même temps sur les mêmes idées ou des idées proches. Et donc il y en a une qui gagne et 5 autres qui perdent, finalement. C'est un peu plus le modèle à la papa, hein, finalement, mais la coopérative, ça grandit doucement, ça y va doucement. Donc voilà, on a les startups, on a les plateformes, donc un peu avec les mêmes choses que tu décrivais sur la livraison, hein, mais avec, du coup, bah, en gros, je mets ma bagnole sur une plateforme. L'intérêt, au final, les études qui ont été faites montrent que ça permet plus à des gens de garder leur voiture plus longtemps plutôt que de s'en séparer et de passer à une multimodalité. Puis le troisième acteur qui est en train d'arriver, ce sont les constructeurs automobiles. Mais si on regarde leur modèle économique, c'est pas tant parce qu'ils pensent que ce service est l'avenir, mais c'est en fait chaque fois qu'ils vendent un SUV, j'ai beaucoup de problèmes avec les SUV, donc désolé, ça va être mon exemple, désolé pour ceux qui ont un SUV. Chaque fois qu'on vend un SUV, en fait, ils payent des pénalités parce que c'est des véhicules qui sont lourds et polluants, là, du coup, et donc en gros, pour compenser la pénalité, il faut qu'ils vendent 2 voitures électriques pour finalement compenser un SUV. Je fais la fais courte, hein, à peu près. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est à peu près ça. Et donc, du coup, ils ont intérêt à se vendre à eux-mêmes à des filiales pour créer des divisions autopartage qui vont, elles, faire du coup de la location de véhicules. Mais en gros, c'est pour se les vendre. Leur modèle, il est complexe et il intègre ça. Et effectivement, nous, dans notre modèle économique, c'est pas un critère. C'est pas un critère qui rentre, quoi. Ce qui est, alors pour répondre à ta question aussi tout à l'heure sur le financement, il y a effectivement, je rejoins ce que tu disais, une question de culture coopérative qui n'est pas forcément chez les investisseurs, hein. L'investisseur, il va vouloir, typiquement, un business angel, il va vouloir avoir une rentabilité, enfin au minimum 7 et plutôt 15%. Nous, en modèle coopératif, on vous propose d'investir et en fait, vous allez récupérer votre argent à la même valeur. Sympa, hein? Par contre, vous allez être dans un vrai projet citoyen. Donc, quand vous allez voir un investisseur, bon, il dit, OK, d'accord, mais je veux quand même une rentabilité. Aujourd'hui, ça pose aussi une vraie question, c'est en tant que citoyen, est-ce qu'on est prêt à dire, plutôt que d'avoir 500 euros sur un livret A qui va me rapporter 5 euros, 6 euros d'intérêt à la fin de l'année, est-ce que je suis prêt à mettre cet argent dans une coopérative? Est-ce que je suis prêt à accepter que cet argent, je ne l'ai pas en disponibilité, mais il va servir un projet, ça va être un investissement collectif, mais je ne vais pas avoir d'intérêt dessus, quoi. Alors on peut verser des dividendes si on crache suffisamment, mais ce n'est pas forcément simple, parce que comme tu le disais Léo, un des sujets, pardon, un des points fondamentaux des coopératives d'intérêt collectif, c'est une recherche de lucrativité limitée. Donc, on n'a pas de problème avec faire du pognon, hein, ça ne me gêne pas, au contraire, hein, je trouve ça plutôt cool quand on fait des bons résultats. Mais l'objectif, c'est pas de faire du pognon pour faire du pognon et pour rémunérer nos sociétaires. L'objectif, c'est, quand on a de l'argent, c'est de le réinvestir pour développer le projet. Cities, on a commencé avec 3 voitures à Strasbourg. Aujourd'hui, sur la région, on en a 350. Et du coup, pour reboucler, si tu m'avais posé une question sur toute la France. Alors, du coup, pour toute la France, en fait, Cities, on est. Moi, je vais vous parler. Je vais vous donner un max d'infos, mais je ne pourrais pas parler. Je ne me sens pas légitime pour parler à la place de mes collègues, parce que moi, je suis à la tête de la structure régionale sur le Grand Est. Mais j'ai des collègues qui ont eu les mêmes idées. Alors, moi, je ne fais pas partie des fondateurs, hein. Je suis arrivé il y a 15 ans chez Cities, on a 22 ans. Donc, je n'étais pas parmi les pionniers, les premiers. Mais au moment où ça s'est fondé à Strasbourg, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, il y en a d'autres qui ont eu des idées similaires à Grenoble, à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse, à Lille, et qui ont monté un projet similaire. Pour la grande majorité d'entre eux, ils l'ont aussi fait sous forme coopérative. En fait, on a décidé de travailler ensemble. D'abord, c'était juste un partage d'expérience. Et puis après, on s'est dit il fallait investir dans un matériel électronique pour permettre l'ouverture des portes à distance. Comme ça coûte super cher, c'est plutôt que chacun l'achète, on va mutualiser. Et on a créé une coopérative des coopératives, finalement. Donc ce qu'on appelle chez nous, c'est le réseau Cities. Donc le réseau Cities, c'est la structure
qui est aussi basé à Strasbourg d'ailleurs, mais qui fournit à tous les opérateurs régionaux la technologie embarquée, la communication, la comptabilité. On a mutualisé aussi du coup des fonctions administratives, etc., etc., quoi. Et donc les autres se sont développés un peu de la même manière, avec les mêmes problématiques que celles qu'on a eues, pas forcément au même moment, du coup, parce qu'on était un peu en décalé dans l'histoire. Et puis on a des gouvernances qui sont régionales ou locales, hein. Il y a déjà certains de mes collègues qui sont que dans une ville. Et qui, pour l'instant, ils n'ont pas envie d'aller dans la gouvernance de leur coopérative, ils n'ont pas envie de sortir de l'agglomération. Nous, on a choisi de se mettre sur une envergure régionale, notamment avec ce que tu l'évoquais, la complémentarité train-voiture. J'y crois beaucoup, hein, de dire, plutôt que de faire tout en voiture, je prends le train et j'ai une voiture qui m'attend à la gare pour les derniers kilomètres. Et puis, mais on travaille ensemble, on essaye d'avoir la plus grande harmonisation possible. Par exemple, on essaye de s'entendre sur les tarifs pour que ce qu'on vous permet, c'est si vous êtes inscrit chez Cities à Strasbourg, vous pouvez utiliser toutes celles du Grand Est parce que c'est la même structure, mais vous pouvez demander à activer aussi les Cities à Bordeaux, à Lille, à Marseille, etc., quoi. Et donc, l'idéal, c'est que vous ayez le même tarif parce que sinon, c'est un peu complexe. On n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, on essaye toujours d'aller vers cette convergence. Et c'est aussi une des démocraties. Et finalement, on passe beaucoup de temps à faire de la démocratie entre cities aussi, parce que il y a pas mal de choses à décider à ce niveau-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je suis parti sur plein de sujets. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Et du coup, juste sur la coopérative, parce qu'il y a deux, trois trucs moi, qui me semblent, comme c'est le sujet, qui me semble hyper importante et hyper intéressante, hein. La lucrativité limitée, c'est un des sujets forts de la coopérative. Le deuxième sujet fort, c'est cette obligation, ou en tout cas cette forte incitation fiscale à mettre en réserve une partie des résultats. C'est-à-dire que quand je gagne 100 en résultats, il faut que je mette au moins, alors selon les scopes, les sites, c'est pas tout à fait la même chose, mais en gros, il y a au moins un tiers qui doit être mis en réserve pour préparer l'avenir. Ce qui veut dire, premièrement, que quand on fait face à des crises, statistiquement, les coopératives résistent mieux. Elles résistent mieux parce que les salariés ont une implication dans l'entreprise, parce qu'ils sont en grande partie, ou par partie d'entre eux, ils sont sociétaires, ils sont copropriétaires de la boîte, donc ils ont envie de rester. Et comme ils ont fait des réserves, ils sont capables de tenir aussi un peu, quoi. Donc ça, il y a les réserves, la lucrativité limitée, et puis l'avantage énorme dans un monde mondialisé, c'est qu'on n'est pas délocalisable, on n'est pas rachetable. Demain, si on a une boîte qui veut racheter Cities, on est sur le Grand Est à peu près 600 sociétaires et il faut qu'on soit tous d'accord. Ça n'arrivera jamais. Voilà. L'inconvénient aussi, c'est que parfois, il n'y en a pas de dire là, on pourrait être racheté, on pourrait faire des trucs de dingue. Ben non, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et le dernier élément qui est un peu qui est lié à ça, c'est vrai que c'est de nature. Le dernier élément, c'est que le conseil d'administration, c'est effectivement une collégialité avec des représentants chez nous, des utilisateurs au premier chef, des salariés, des collectivités, des partenaires privés, des membres de soutien. Et donc, en fait, moi, quand je me pointe dans le conseil d'administration en tant que directeur de la structure et que je fais un projet parce qu'on a réfléchi avec l'équipe et qu'on dit, voilà, on aimerait faire ça, j'ai pas intérêt à me pointer en disant aux représentants des utilisateurs, en fait, je vais tripler les tarifs parce qu'on a envie de se faire un week-end à Ibiza, quoi. On va dire, non, en fait, le projet, c'est quand même de respecter ça, quoi. Si je me pointe et que je dis à la collectivité, en fait, on va fermer dans toutes les petites villes où la rentabilité, elle est un peu moyenne, on va se concentrer sur les cœurs d'agglo parce que c'est là qu'on fait du cash. Et dire, vous êtes gentil, mais nous, on vous a rejoint aussi pour que vous développiez le réseau, y compris dans des villes plus petites, quoi. Et si je dis aux salariés, en fait, demain, vous êtes tous virés parce qu'on va ubériser, on va faire que des auto-entrepreneurs avec même pas un fixe et juste du variable, et vous allez me dire, en fait, non, quoi. Et en fait, donc je peux même pas, même si j'avais l'idée, je pourrais même pas le proposer. Enfin, si, je me ferais dégager, donc en fait, j'ai aucun intérêt de le faire, quoi. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est tous ces éléments mis bout à bout qui font que la coopérative, c'est un modèle vraiment fort. Et c'est un modèle, alors après, je terminerai là-dessus parce que je parle beaucoup trop, donc il faut vraiment que tu me chopes le micro. Ouais. Pardon, je vais arrêter là alors. Pour laisser la parole à Céline pour Common, vous avez sorti un comparatif des différentes offres de location. Alors je ne sais pas si tu l'as en tête, mais ce serait pas mal d'en parler parce que souvent on compare en tant que consommateur de façon un peu superficielle, c'est-à-dire qu'on voit deux prix et en fait on ne se rend pas compte de toute l'ingénierie qu'il y a derrière, toute l'offre différente en fait que vous proposez. Et je pense que c'est important de faire un petit point là-dessus.
Oui, carrément. Merci. Effectivement, comme je disais, on propose une location avec service, et des services qui sont très complets. Donc, l'abonnement l'acquisition, l'usage pardon, de votre appareil électronique va être sous forme de mensualité. Tous les mois, vous allez payer un certain prix, qui sera bien entendu dégressif, puisqu'il comprend aussi l'amortissement de l'appareil. Mais il est vrai que souvent, les clients, enfin, les personnes vont comparer nos prix mensualité avec en fait juste le prix du smartphone divisé sur X mois. Et en fait, à ce niveau-là, beaucoup de personnes vont dire vous êtes très cher. Mais à la question est-ce qu'on est concurrentiel, en fait, on est totalement concurrentiel, puisque notre offre de location doit être comparée à une offre d'achat et d'assurance, même si on n'aime pas employer ce terme, mais d'assurance qui prend en charge, notamment chez nous, on va prendre en charge les pannes, les casses, la perte de l'appareil, le vol. Et donc, si on met bout à bout ces choses-là, effectivement, on a un super article de blog sur notre site qui montre simplement que Common est en dessous de toutes les offres. Alors, on a comparé à des offres plus connues comme celle de la Fnac ou Orange ou Boulanger, voilà. Donc, effectivement, et de plus, on compare à des offres qui ne sont même pas équivalentes puisque notre service est plus complet. Voilà, après, on se bat du coup clairement pas à armes égales, puisque déjà, on est les seuls à proposer la location sans option d'achat. Souvent, il y a toujours l'option d'achat, et quand il y a l'option d'achat, eh ben, l'entreprise qui fournit ce service n'a plus l'intérêt à faire durer ses appareils, n'a pas l'intérêt de fournir ce réservoir de pièces détachées. Et là encore, on est dans une société où on nous présente toujours de nouvelles technologies, on nous incite à changer d'appareil pour avoir un meilleur appareil photo, ce genre de choses. Et je pense qu'il est dur encore de nos jours de refuser ces tentations et de se dire qu'on va garder le même appareil sur plusieurs années. Mais là, du coup, le modèle de ski et la mutualisation de nos appareils, cette notion de bien commun qu'on a, permet justement de conscientiser ces enjeux et d'y faire face. Et je voulais ajouter, tu parlais de... Pardon, Tom, la question initiale, c'était... Non, non, t'as plutôt bien répondu. Ouais. Il y a aussi l'aspect communautaire, aussi d'entraide entre les utilisateurs, et Oui. qui est en fait, il y a une animation en fait qui est créée, enfin, un cadre dans lequel en fait on va pouvoir faire durer ces appareils plus longtemps, moins consommer de données, ce genre de choses, quoi. Ça, c'est aussi précieux, c'est une valeur qui n'existe, mais alors pas du tout dans des entreprises classiques que tu as citées juste avant. Oui, justement, oui, cette sensibilisation en fait, qu'on fait, que ce soit à l'obsolescence matérielle, mais aussi à l'obsolescence logicielle, puisque dans les services que j'ai cités, j'ai pas cité celle de l'assistance à l'usage qu'on fournit beaucoup à tous nos utilisateurs, que ce soit pour la prise en main de logiciels libres, open source, en fait, des alternatives logicielles, alternatives aux logiciels propriétaires, qui actuellement aussi sont dominants sur le marché. Et en fait, on sensibilise aussi au fait que les logiciels libres permettent également de faire durer nos appareils plus longtemps. Parce que parfois, sur un téléphone, les mises à jour ne sont plus maintenues et l'appareil va devenir plus lent et on va le changer pour ces raisons-là. Alors qu'en fait, il y a d'autres solutions avec des systèmes d'exploitation alternatifs qui vont en fait, eux, continuer de mettre à jour par la communauté du logiciel libre. Et donc là-dessus aussi, on peut faire durer beaucoup plus longtemps nos appareils. Merci. Du côté de Kouglof, l'actualité récente, c'est Deliveroo qui a été condamné. Bonne nouvelle, on peut dire. Après, c'est, je crois, 0,02% de leur chiffre d'affaires annuel. Du coup, je reviens à ma question. Est-ce que vous jouez à armes égales? Et enfin voilà, c'est un marché quand même, pour le coup, ultra concurrentiel, la livraison à vélo. C'est toujours un peu la question piège, quoi. Alors, comment vous faites? En fait, c'est effectivement un secteur très concurrentiel. Moi, j'aime pas trop le voir comme ça, même si c'est clairement de la concurrence, mais j'aime le voir comme une proposition réelle d'alternative parce que moi, c'est pas le même service. Il y a plein de choses qui sont différentes chez nous. Ce qui est super important de comprendre, c'est que ce qu'on veut faire passer. C'est que je pense que quelque part dans l'inconscient collectif, étant donné que on a à cœur de bien rémunérer les coursiers, etc., que Kouglof, ça devrait être un peu plus cher, quoi.
ce soit pour le restaurateur ou pour le client. Et en fait, c'est pas le cas. On est sur des commissions. Bon, pour vous la faire très courte, le modèle économique des plateformes ubérisées, c'est de prendre une commission sur le panier, donc sur le panier qui est acheté par le client, donc le panier du restaurant, et puis de faire payer au client également des frais de livraison. Donc, maintenant, ils appellent ça des frais de service aussi. Ils arrivent à trouver leur petite technique. Mais on est sur un modèle économique très similaire, hein, que ce soit nous ou nos collègues. Par contre, on est à même de proposer des commissions comment dire, qui sont moins importantes en fait pour le restaurateur et des frais de livraison qui sont pas plus élevés au final que sur les grandes plateformes. Ce qui est surtout important, c'est la répartition de ce chiffre d'affaires-là. C'est lorsque Deliveroo, les différents associés de Deliveroo voudront faire la bascule et récupérer leur pépette, ben, voilà, enfin, voilà, nous, forcément, notre charge principale, bah, ça va être la rémunération des coursiers, quoi. Euh, et c'est cette répartition-là qui est importante. Donc, voilà. Et je voulais aussi revenir sur, il y a des trucs vachement cool qui ont été dits sur le fait de mutualiser par rapport aux coopératives. On est totalement là-dedans, que ça soit à l'international avec la Fédération Coopsy, où c'est une mutualisation d'outils techniques, c'est une mutualisation des ressources. On a un espace de travail partagé, donc sur messagerie, quoi, on va dire, sur Slack pour le coup, avec toutes les autres coopératives du réseau. Donc, ah oui, ma compta, j'arrive pas à la faire, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà eu ce cas et tout. Donc voilà, c'est super intéressant, super riche. Et puis même en interne chez nous, parce qu'au final, on a tous et toutes des capacités et on essaye de les mutualiser, on arrive à faire des belles choses avec. Et pour finir sur l'aspect des coopératives aussi, je trouve que c'est assez ambivalent comme truc parce que ce qui est intéressant dans les coopératives, c'est qu'elles sont incarnées par des personnes parce que voilà, il y a des salariés, ils sont aussi propriétaires de leur outil de production et tout. Enfin, Marc serait content d'ailleurs. Mais ce qui est super, comment dire, intéressant aussi, c'est que par exemple, bah, Citis ne peut pas se faire racheter et qu'il y a ce truc-là. euh, Comment dire, en fait, au final, la structure coopérative dépasse aussi les gens qui la composent, dans le sens où elle est capable de vivre au-delà en fait de ses associés, après ses associés, mais peut-être que dans 150 ans, Cities existera toujours. Et voilà, c'est ça qui est super intéressant. On n'est pas face à des structures avec des sociétaires qui veulent se faire un max de pognon et revendre leur entreprise. Et puis voilà. Oui, j'avoue, ma question était un peu, voilà, c'est un peu, comment dire, ambivalente, parce qu'en fait, quand on pose la question, je vous ai posé un peu la question de combien ça coûte, mais on ne parle jamais de combien ça coûte la maltraitance salariale, combien ça coûte de proposer des services qui sont néfastes pour l'environnement. Ça, c'est des questions qu'on ne pose jamais. Et je trouvais ça intéressant que vous rappeliez aussi voilà, ce qui vous distingue de vos concurrents. Tu parlais de la solidarité qui pouvait se créer entre les différentes branches de Coop Cycle. Je propose qu'on parle quand même des licornes, parce que en fait, les coopératives engagées ne sont pas toutes représentées ce soir. C'est déjà un joli panel. En plus des coopératives ici présentes, il y a aussi Label Emmaüs, Enercop, la Nef, Coop Circuit, Mobicop et Télécop. Donc, toutes ces coopératives se sont rassemblées autour des licornes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi les licornes et pourquoi les licornes? Toi, celui que moi, Je t'en parler. Les licornes, ça doit vous parler, parce qu'on en parle beaucoup dans la presse. Quand c'est avec un seul O, c'est les startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Donc vous allez avoir les Blablacar, les Doctolib, etc. Donc vraiment le modèle que tu décrivais très bien, purement capitaliste. Voilà. Nous, on s'inscrit un peu avec un pas de côté. On a créé ce qu'on appelle les licornes avec 2 O, donc coop comme coopérative. Et donc on est 9, bah voilà, tu as cité tout le monde. En fait, nous on défend les SIC justement, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, sur les marchés de masse.
Donc la mobilité, les télécoms, la banque, les vêtements, etc. Enfin, tout ce qui peut être vraiment mis à l'échelle nationale et sur des marchés avec un fort impact, eh ben, on essaye d'avoir en tout cas une alternative et même un modèle, plus qu'une alternative, sous forme de SIC, qui associe donc bah, voilà, salariés, usagers, collectivités, etc. Et donc pourquoi on a créé cette alliance? Bah, finalement, on a des mouvements représentatifs des coopératives en général, mais les SIC n'avaient pas forcément leur propre mouvement. Et d'ailleurs, bon, c'est pas un procès, mais c'est vrai que tu as commencé par dire, voilà, une coopérative, ça appartient à ses salariés. Et ben nous, on a un modèle qui va un petit peu au-delà, où on dit, bah, c'est les salariés, mais c'est aussi d'autres personnes. En fait, tous les citoyens peuvent participer à ce mouvement coopératif dans les SIC. La Donc, lucrativité limitée, d'ailleurs, elle n'est pas en scope, hein, elle est qu'en SIC. et la lucrativité limitée n'est qu'en SIC. Bon, bah, je l'apprends en même temps. Et donc voilà, et en fait, l'idée, c'est vraiment de défendre ce modèle qui existe depuis 20 ans, hein, donc c'est assez récent finalement. Là, en tout cas, moi, je vois à mon échelle qu'il y a des nouvelles coopératives qui se créent sous forme de SIC. Par exemple, il y en a plusieurs qui se sont créées récemment ou qui vont se créer dans le transport maritime à la voile. Ça, c'est un truc, c'est incroyable. Moi, j'imaginais pas qu'on pouvait avoir des coopératives dans ce milieu-là et qui nous disent justement, ah, mais on a vu les licornes, ça a l'air génial, on aimerait bien intégrer le collectif. Et en fait, dans plein de secteurs, la gestion des forêts, dans les consignes de bocaux en verre, etc. Enfin bref, il y a des sites qui se créent partout. C'est vraiment un phénomène, j'espère que c'est plus qu'une mode, en fait, que ça va durer, et qui permettent à tous les citoyens de s'impliquer dans des tas de secteurs très différents. Moi-même, je suis devenu sociétaire de SIC où je connais absolument rien au marché, puis en fait, ça permet de rencontrer des gens, de se former, de s'impliquer dans la transition et d'apporter ses compétences quand on peut. Voilà. Donc, je ne sais pas si je laisse peut-être la parole aux autres coopératives pour compléter, j'ai peut-être pas tout dit. T'as le nom de la coopérative qui fait le transport maritime? C'est genre Pirate Coop. En fait, il y en a plusieurs. Alors, il y en a une qui s'appelle SciCop, qui propose des voyages passagers. Donc là, ils ont déjà offert des pré-réservations pour les trajets comment dire, entre le continent et la Corse. Il y en a une qui va se créer là sur des gros cargos voiliers. Bon, je sais pas si je veux pas faire une annonce à leur place, donc je vais me contacter. Puis après, il y en a. Enfin, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui aujourd'hui a déjà sa boîte avec des petits voiliers et c'est une SARL classique, je crois, et qui m'a dit, bah, moi, je trouve que le modèle de SIC il est vachement intéressant, donc je suis en train de réfléchir avec mes quelques associés à transformer en SIC et à ouvrir en fait le capital. Tu veux compléter? Moi, sur le site internet, c'est marqué: Des prudents. notre modèle d'entreprise est l'incarnation d'une vision politique. Nous sommes 9 sociétés coopératives d'intérêt collectif, répondant à de nombreux besoins du quotidien et représentant de réels enjeux de société. Bah, c'est ça, oui. Pardon. On va aller un moucheron de travers, donc j'ai toussé 15 fois quand je vais parler. Attends, passe à quelqu'un d'autre. Je reviens après volontiers. Du côté de Common, il y a une autre alliance qui s'appelle Fairtech. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, alors avant de parler de Fairtech, peut-être pour rebondir sur les licornes, je laisserai Jean-François en parler davantage, mais je voulais parler des projets d'intercoopération. Déjà, d'une part, on se donne du poids, une force de frappe en se regroupant, et on va pouvoir être plus attractif pour les utilisateurs. Et par exemple, avec Télécop, qui donc est une alternative au forfait télécom, on va proposer des offres communes. Donc, les clients de Common et de Télécop vont bénéficier de réductions et d'avantages sur leurs forfaits respectifs chez Télécop et Common. Et oui, Tom mentionnait Fairtech. Donc, avant, on parlait de est-ce qu'on est à armes égales face à nos concurrents. C'est vrai qu'on est encore petit. C'est vrai que j'ai pas dit, mais Common a été fondé en 2018. Donc, on a encore besoin de force croissance. Du coup, effectivement, les investisseurs aussi se disent chiffre d'affaires, lucrativité limitée, tout ça, c'est moins intéressant. Mais on a eu la chance de pouvoir créer un collectif avec d'autres entités. Donc, Fairtech, c'est l'alliance de plusieurs entreprises. Il y a Fairphone, qui est donc une entreprise qui produit des téléphones plus éco-conçus, plus éthiques, donc qui constitue la majorité de notre flotte de smartphones. Donc, Fairphone, T comme Télécop, que je viens de citer, I comme iOS, qui est un système d'exploitation dégooglisé qu'on propose à nos clients aussi sur leurs appareils, et C comme Common. Et donc là, de même, on a créé une marque
C'était avant les licornes, mais qui nous a permis d'avoir plus de visibilité et pouvoir proposer une alternative assez complète en fait à des utilisateurs lambda, j'aimerais dire. Rapidement. Rapidement sur les licornes, si ça vous intéresse, il y a actuellement une campagne justement des licornes qui permet de gonfler nos actifs, hein. Donc, du coup, on vous propose d'être sociétaire. Vous pouvez choisir d'être sociétaire d'une, de plusieurs, de toutes, si vous avez envie. Du coup, qui permettra à toutes ces coopératives de développer leur activité. Donc, vous ne gagnerez pas forcément beaucoup d'argent, mais vous serez un projet collectif, vous aurez votre voix qui pourra être entendue. Et les licornes d'aujourd'hui, c'est neuf. Après, moi, je ne suis pas directement le projet licorne, donc je ne veux pas en parler trop parce que je ne sais pas quoi dire beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, allez-y et on peut appeler. Moi, j'espère que, en tout cas, on se revoit dans 5 ans et que dans 5 ans, c'est plus 9 licornes, mais c'est 70. On peut imaginer que, enfin, il y a plein de services aujourd'hui qu'on dit publics qui pourraient être en fait des services citoyens. On pourrait imaginer que des restos soient en SIC, on peut imaginer que des hôpitaux soient en SIC, on peut imaginer que des écoles soient en SIC, on peut imaginer que le transport en commun soit en SIC, on peut imaginer, voilà, plein de choses, quoi. Et moi, je crois beaucoup à ce modèle-là. C'est pas non plus le modèle unique. Il y a plein d'autres choses qui peuvent marcher, mais en tout cas, je pense que les citoyens ont envie de prendre le pouvoir d'une autre manière et ils peuvent le faire et financièrement et démocratiquement. Et ça peut être sur plein de sujets, autant qu'il y en a dans la société. Et je trouve ça d'autant plus intéressant dans la perspective où les services publics sont quand même mis de plus en plus à mal. D'avoir un modèle alternatif qui se construise. En fait, saisissons cette opportunité-là. Du côté de CoopCycle, alors CoopCycle ne fait pas partie des licornes, mais il y a d'autres alliances qui existent. Et tu m'as parlé d'un truc intéressant qui est des discussions en cours autour des boîtes à vélo à Strasbourg. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Au moins mentionner un peu les différentes parties prenantes, parce qu'on ne les connaît pas tous. Je suis un peu, alors, là-dessus, sur les boîtes à vélo, j'avoue, j'ai regardé ça un peu de loin, donc je peux pas vous donner des super informations. J'ai peur de dire des bêtises. En tout cas, une antenne des boîtes à vélo est en train de se créer sur Strasbourg, donc on est dans la boucle avec Loop, évidemment. Il me semble que c'est une association. Dis et explique, c'est des entreprises qui offrent des services, mais à vélo. Enfin, c'est pour expliquer. En fait, c'est un regroupement de professionnels du vélo, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, ça nous donne pareil, hein, même principe, ça donne de la force à tout ça, quoi. Et puis forcément, moi, un coop cycle comment dire, est déjà une structure qui permet de donner qui permet de donner à toutes les coopératives de la Fédé plus de force, plus d'impact, etc., quoi. L'heure tourne. Ouais, pardon. Vas-y. Ma collègue me fait signe, c'était juste pour effectivement leur donner les licornes, mais il faut savoir aussi que Common et Cooplof travaillent ensemble, puisque nous, nos clients strasbourgeois, on les livre via Cooplof. Voilà, c'est hyper rapide. Tu commandes le matin et l'après-midi, tu as ton ordi qui est livré en vélo. Du coup, est-ce qu'il ne serait pas temps de créer le GLDL, le groupe de défense des licornes, le groupe local de défense de licornes? C'est un peu une boutade, mais ce serait peut-être intéressant qu'à un moment donné, il y ait une incarnation locale aussi des licornes qui puisse sensibiliser, promouvoir, accompagner des utilisateurs. Parce que on a la maison citoyenne, les personnes qui viennent sont sensibilisées, mais je pense que c'est aussi notre rôle en tant que citoyen de passer le mot. Pour conclure, je voulais conclure, le STUC se place dans une perspective de changement de système et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce qu'on considère que vous participez activement à ça. Les moments dans l'histoire où il y a eu de grands changements, c'est parce que il y avait ce contexte plein d'initiatives au niveau local qui se sont montées, mais à un moment donné, il y a eu par exemple, si on prend l'histoire de la sécurité sociale, il y avait des centaines de caisses qui existaient à un moment donné. Ambroise Croizat, en 1945, a dit on va légiférer et on va créer une caisse, ce qui est la CAF, en fait, aujourd'hui. Donc,
participons activement à ces initiatives locales. Oublions pas qu'à un moment donné, il y a les législatives qui arrivent et peut-être qu'il faut s'y intéresser aussi en tant que citoyen pour que ces alternatives soient soutenues, soient généralisées et puissent participer à un changement de système. Voilà, c'était mon petit mot de conclusion.